OK, voilà. C'est simplement une inversion, le fait de permuter ou de remplacer l'un par l'autre des éléments dans une phrase. Donc, vous savez que l'ordre normal des éléments d'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Laissez vos caméras ouvertes, OK? Philippe, là, laisse ta caméra ouverte, s'il te plaît. Merci. Donc, l'ordre normal, c'est sujet, verbe, complément. Puis à l'intérieur de tous les compléments possibles, il y a le complément direct, le complément indirect et tous les autres compléments, on va les appeler circonstanciels. Donc, normalement, l'ordre, c'est exactement celui que je viens de mentionner. Donc, c'est un complément direct, le plus proche du verbe, ensuite l'indirect, ensuite les circonstanciels. Ça, c'est dans une phrase très, très plate. Et donc, à partir du moment où on fait un petit peu de littérature, où on essaie en tout cas de faire une phrase intéressante pour le lecteur, ça se peut qu'on déplace des éléments et que ce soit quand même une phrase correctement construite. Par exemple, le complément de phrase, c'est en fait souvent un complément circonstanciel. C'est possible qu'on le mette au début de la phrase. Donc, ça vient vraiment rompre l'ordre normal des éléments de la phrase. On ne peut pas appeler ça une inversion parce que c'est quand même une façon normale de fonctionner. Donc, quand on parle d'inversion, c'est vraiment quand on sent qu'il y a quelque chose qui est complètement inhabituel dans la formulation de la phrase. Donc, les exemples que j'avais donnés, c'est par exemple, nous avons du monde atteint les bornes. Donc, dans ce cas-là, c'est un complément du nom qui est placé avant le nom auquel il se réfère. Donc, normalement, ça aurait dû être « Nous avons atteint les bornes du monde ». Donc, du monde, c'est le complément du nom « borne ». Mais donc, on a vraiment inversé le complément avec le nom pour donner un look intéressant. Des fois, c'est pour permettre aussi de mettre un mot précis à la fin du vers pour permettre une rime, quelle que soit la richesse de la rime ou le type de rime. Donc, ça, c'est pour une inversion. Est-ce que cette matière-là, elle est claire pour tout le monde? Ça marche? Quelques-uns hochent de la tête, c'est bien? Donc, ça, c'est pour l'inversion. Pour ce qui est du parallélisme, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'inversion. C'est le fait d'avoir des éléments placés, semblables, placés au même endroit, soit à l'intérieur d'une même phrase, par rapport à un point pivot quelconque, ou bien les avoir placés un en dessous de l'autre s'il s'agit de vers. Okay? Donc, vous vous souvenez, là, dans les exemples, c'était si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas? Si je la retourne, donc là, on voit qu'il y a deux verbes qui s'appliquent au même mot, qui est la vue. Donc, si je la retourne, ça c'est parallèle avec si je jette la vue devant moi. Ensuite, il y avait quel espace infini. Dans la deuxième partie de la phrase, ça serait quelle suite effroyable. Donc, on comprend que c'est quel, plus un nom, plus un adjectif. Ensuite, il y avait où je ne suis pas, où je ne suis plus. Donc, on voit vraiment que les éléments sont placés en parallèle, ils sont placés comme vis-à-vis les uns des autres. Et c'est ça un parallélisme. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont parallèles l'un avec l'autre. Des fois, c'est vraiment beaucoup plus court, juste un nom, un adjectif, en dessous un nom et un adjectif. Mais si l'auteur clairement a voulu parler de la même réalité en lui donnant des caractéristiques, donc oui, ça peut être un parallélisme très, très court. L'important, c'est de se souvenir que quand c'est un parallélisme, les éléments ne sont pas inversés les uns par rapport aux autres. Donc, si on a sujet-verbe dans le premier vers, on va avoir aussi sujet-verbe dans cet ordre-là, dans le second vers. Okay? Puis donc, les éléments vont vraiment être placés l'un en dessous de l'autre ou au même endroit, l'un par rapport à l'autre, si les éléments sont côte à côte. Dans une phrase très longue, coordonnée avec une virgule ou un point-virgule, par exemple. Donc, je m'arrête de parler 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?
OK, ça va. Donc, ça, c'est pour le parallélisme. Vous avez retenu aussi sûrement qu'un parallélisme peut être vertical ou horizontal. Donc, quand il est horizontal, ça veut dire que les éléments parallèles sont placés tous sur la même ligne, mais qu'il y a comme un point pivot. Donc, souvent, c'est une ponctuation, ou ça peut être un mot comme « et » ou « mais ». Donc, ce point pivot-là permet de voir que les éléments sont vraiment parallèles de part et d'autre de ce point pivot-là. Quand c'est à l'horizontale, donc c'est sur la même ligne. Et quand c'est à la verticale, ils sont placés un en dessous de l'autre, le parallèle étant vis-à-vis de son équivalent sur le vers précédent. Donc ça, c'est à la verticale. Il peut y en avoir deux seuls éléments qui sont parallèles ou vraiment une infinité. Donc, ça va pour ça. OK. Donc, les lettres qui servent à désigner les éléments parallèles, c'est A, B, AB, parce que les éléments sont toujours placés dans le même ordre. Donc, le A correspond du premier segment, correspond au A du deuxième segment, et ainsi de suite. Miska, tu lèves ta main? Le but d'utiliser le parallélisme, c'est quoi pour l'auteur, admettons? Ah, c'est souvent pour créer un rapprochement entre des réalités et pour créer une tension aussi. Parce que quand on a lu le premier vers, mettons qu'on parle de vers, on a bien vu comment c'était construit. Et quand on se rend compte que le deuxième vers qui est en dessous est construit de semblable façon, on est sous tension un peu. On attend de voir quel mot l'auteur va utiliser. Donc, ça attire l'attention sur certains mots. Et donc, comment on analyse ça? C'est qu'en fait, tu me dis qu'est-ce qui est parallèle avec quoi, puis pourquoi l'auteur a créé ce parallélisme-là entre ces éléments-là en particulier. Donc, des fois, ça sert subtilement à créer, par exemple, une antithèse. Ce n'est pas parce que c'est parallèle que ça veut dire la même chose. Des fois, c'est antithétique, l'un par rapport à l'autre. Donc, ça peut être intéressant à analyser en tant qu'antithèse. Et des fois, c'est pour permettre de mettre des mots semblables à la rime. Et si on a un grand vers de 12, il faut toujours regarder, elle est où la césure à l'hémistiche, s'il y en a une, puis sur quel mot la césure repose. Puis des fois, il y a des rimes d'un vers à l'autre, à l'intérieur du vers, là où il y a la césure. Donc ça, le parallélisme permet aussi de saisir cette subtilité-là. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Miska? Oui. Parfait. Autre question? OK, donc on n'oublie pas les lettres A, B, AB. Il faut que ce soit vraiment placé dans le même ordre. Et par rapport à ça, il y a le chiasme. Vous entendez bien comment je le prononce. Ça ne se prononce pas chiasme, c'est chiasme. Donc, un chiasme, quel que soit le type de chiasme, ça consiste à avoir comme un genre de parallélisme. Mettons que je vais le symboliser par mes doigts. Entre les deux, il y a une virgule pivot, mettons. Ça serait un parallélisme. Ça, c'est un chiasme. Donc, les éléments qu'on pourrait rapprocher l'un de l'autre, ils ne sont pas parallèles, ils ne sont pas dans le même ordre, ils sont inversés. OK? Donc, l'un par rapport à l'autre, ça veut dire qu'il y aurait A, B, B, A. Et le point pivot, ça peut être une virgule, encore une fois, un point-virgule, même un point, ou un mot comme et ou mais, ou n'importe quelle conjonction, ou n'importe quel petit mot. Et ça peut être aussi sur deux vers. Donc, la différence, c'est que l'ordre n'est pas le même. Donc, dans un parallélisme, vous vous souvenez, c'était ABAB. Dans un chiasme, c'est ABBA. Les éléments sont juste permutés l'un par rapport à l'autre. Puis, par rapport à ça, il peut y avoir plusieurs sortes de parallélismes. Il peut y avoir, plusieurs sortes de chiasmes. Des chiasmes sémantiques, ça veut dire que c'est le sens des mots qui permet de faire le rapprochement entre les mots qui sont permutés. Ça peut être tout simplement grammatical, sans qu'il y ait de sens rapproché. Donc, juste sujet, verbe, verbe, sujet. Juste ça, juste la grammaire, juste la catégorie de mots.
la fonction des mots ou la catégorie de mots. Ça pourrait être nom, adjectif, adjectif, nom. Ça pourrait être ça aussi. Donc, ça serait grammatical aussi. Ou ça pourrait être des lettres qui sont permutées à l'intérieur de deux mots qui sont placés proches l'un de l'autre. OK? Donc, ce n'est pas trop important de dire au lecteur de quel type de chiasme il s'agit. Déjà, si vous réussissez à trouver un chiasme, vous êtes vraiment très bon parce que c'est rare. Puis, ceux qui sont faciles à trouver, c'est les chiasmes avec une antithèse, donc qui sont plus sémantiques. Mais ceux qui sont grammaticaux, c'est plus compliqué à trouver. Donc, déjà, je vais être super contente si vous réussissez à en trouver un chiasme. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Alors, je vous avais envoyé un exercice à imprimer. Je vous laisse une seconde pour sortir cet exercice-là. Ça s'intitule « Exercice sur les procédés de construction ». Soit je te demanderai de rallumer ta caméra. Laissez vos caméras allumées, OK? Ça ne donne rien que je vous relance un par un, là. Je vous C'était regarde juste pas. pour aller chercher mon document, madame. C'est correct, excuse. Je ne vous regarde pas fixement, là. Vous ne vous faites pas examiner en détail. Lina, caméra? Lina, Rima, caméra, s'il vous plaît? Ah, Rima, tu m'as écrit tantôt. OK, je relis un petit message. OK, Lina, j'ai eu ton message. Ryan? Ryan, rallume ta caméra, s'il te plaît. Je ne passerai pas toute mon heure à faire ça, là. OK, restez allumé. C'est pas si difficile que ça, là. OK, donc, cet exercice-là, je vous demandais d'identifier les procédés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper les phrases, les exemples, dans la partie chat et on va regarder ensemble c'est quoi les procédés qu'on peut trouver là-dedans. Donc, ça, c'est le A. J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. Ah, je l'écris seulement à une personne, désolée. Je le réécris. OK? Donc, est-ce qu'il y a une inversion dans cette phrase-là? Donc, est-ce qu'il y a un sujet, verbe qui est inversé par rapport à l'ordre normal? Valérie, tu dis non. Johanna, tu dis non. Donc, on exclut l'inversion. Parfait, je suis d'accord avec vos réponses. Ryan aussi. Donc, on exclut l'inversion. Donc, il nous reste à regarder s'il y a un parallélisme ou si les éléments parallèles sont permutés, s'il ne s'agirait pas plutôt d'un chiasme. Donc, les paris sont ouverts. Est-ce que c'est un parallélisme ou un chiasme? Parallélisme, dit Benjamin. Parallélisme, dit Yann. Lina aussi. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est parfait. Donc, les éléments parallèles, je vais vous les identifier. C'est d'abord « j'ai », okay, dans le premier segment de phrase. Le point pivot, c'est la virgule qu'il y a après « pour toi », virgule. Donc, ça, c'est le point pivot. Donc, de l'autre côté du point pivot, il y a aussi « j'ai ». Donc, déjà, c'est un élément qui est placé au même endroit. Ensuite, on a des noms qui désignent des émotions. Tendresse dans la première moitié, passion dans la deuxième. Donc, là, on a vraiment un parallélisme. Il y a au moins deux éléments qui sont parallèles l'un avec l'autre, de part et d'autre du point pivot. Puis ensuite, on a pour toi et pour elle.
Donc, c'est un parallélisme construit sur 3 éléments. Et il n'y a pas d'antithèse ici. Ça pourrait arriver qu'il y ait une antithèse. Si ce n'était pas permuté, ça serait un parallélisme quand même. Ce qui fait que la différence entre un parallélisme et un chiasme, c'est la permutation. Donc, tout le monde a compris ce que j'ai expliqué? C'est bon? OK, je tape le deuxième. Je vais les taper un en dessous de l'autre. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont parallèles l'une avec l'autre. On voit qu'il y a je suis. OK, donc ça, c'est parallèle. Ensuite, il y a un nom qui est le nom plaie. Et en dessous, il y a un autre nom qui est le soufflet. Un soufflet, c'est une claque sur le visage. Ensuite, il y a un et. Puis un autre nom, couteau et joue. Et le point de pivot, ça serait le point d'exclamation. Donc, les éléments sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Donc, on peut bel et bien parler d'un parallélisme. Tantôt, les éléments parallèles entre eux étaient tous sur la même ligne, donc c'était horizontal. Dans ce cas-ci, on voit vraiment qu'ils sont en dessous l'un de l'autre. Donc, c'est un parallélisme vertical. Et au-delà de la grammaire de la chose, hein, on a je suis. Miska, question? Le chiasme aussi peut être vertical, puisqu'on n'a que vu des exemples horizontaux. Tout à fait. Un chiasme, ça peut tout à fait être soit horizontal, soit vertical. Donc, on a je suis, verbe. Ensuite, un nom qui est un attribut, plaie, soufflet, couteau, joue, des attributs aussi. Parce que le verbe je suis, c'est un verbe attributif. Mais si on analyse ça comme ça, hein, donc d'un angle grammatical, peut-être qu'on passe à côté du contenu. Donc, c'est moins excitant. Alors, peut-être qu'on peut se demander pourquoi l'auteur a mis plaie et soufflet en parallèle et pourquoi il a mis couteau et joue en parallèle. Donc, est-ce que vous avez des hypothèses à émettre? Okay, donc, pourquoi c'est plaie, couteau, soufflet, joue? C'est quoi le lien entre tous ces mots-là? Il faut qu'il y ait un lien logique. Hein? Cause-conséquence, ça peut être sur une bonne piste. Donc, en fait, si je continue sur ce que tu dis, Ryan, et je vous demanderai de répondre à tous, pas juste à moi, hein, parce que quand je vous réponds après, je réponds seulement à un individu. Donc, Ryan a écrit cause-conséquence. Donc, on voit que la plaie, effectivement, c'est la conséquence d'un coup qu'on aurait donné avec un couteau, potentiellement. Donc, c'est conséquence et objet, moyen par lequel on cause la conséquence. Donc, ça pourrait être la cause. Le soufflet, c'est le moyen. Donc, ce n'est pas la conséquence, ce n'est pas le résultat sur la joue, c'est l'acte d'agresser, parce qu'il s'agit d'agression et de violence. Et la joue, on pourrait dire que c'est justement ce qui reçoit le soufflet. Donc, on pourrait mettre en parallèle joue et plaie. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que la plaie, c'était clairement la blessure elle-même, alors que la joue, on ne dit pas qu'elle est spécialement blessée. Mais on voit qu'il y a quand même un croisement. Okay? Donc,
si on le regarde d'une façon simplement grammaticale, on en déduit qu'il s'agit d'un parallélisme. Si on le regarde sur le plan du sens, donc sémantique, on constate au contraire que c'est un chiasme. Parce que les éléments sont croisés. Donc, dans le premier vers, plaie, c'est le résultat, couteau, c'est l'instrument. Dans le deuxième vers, soufflet, c'est l'instrument, et joue, c'est, on pourrait dire, le résultat, ou en tout cas l'objet, la partie du corps qui est atteinte par l'agression. Donc, on a vraiment clairement un chiasme sur le plan sémantique, mais un parallélisme sur le plan grammatical. Donc, vous pourriez mentionner l'un ou l'autre procédé et l'analyser comme vous voudriez, donc en mettant l'accent sur ce qui est parallèle ou au contraire sur ce qui est croisé, donc mettre l'accent sur le résultat de l'agression et sur l'agression elle-même. C'est beau, je ne vous ai pas trop mêlé? OK, donc je tape le prochain. À sa table à couder, du vin, il se versait. Quelqu'un a une hypothèse sur le procédé qu'on retrouve dans ce vers-là? Donc, Sabrina dit inversion, inversion, ça a l'air très unanime. Bravo, excellent. Donc, je vais vous demander quelque chose de plus compliqué. Je vais vous demander de remettre la phrase dans le bon ordre. Tapez-la tout simplement dans la partie chat. Il se versait du vin à sa table à couder. Benjamin, c'est une bonne piste, mais ce n'est pas tout à fait fini. Donc, Sabrina t'a écrit « il se versait ». C'est bon, c'est une bonne piste. Accoudé à sa table, exactement, Misia. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient inversées. Ryan, il se versait à sa table accoudée du vin. Il y a quand même, il subsiste quand même des inversions dans la phrase que tu as faite. À sa table accoudée, il y a encore une inversion. Puis, comme le complément à sa table accoudée, qui est un complément circonstanciel de lieu, il est placé dans le milieu de la phrase, il n'est pas placé à son endroit normal. Donc, ça n'a pas réglé le problème. Alima, accoudé à sa table, c'est un complément circonstanciel. L'ordre normal, ça serait de le placer à la toute fin. Donc, la bonne réponse, c'est celle que Misia nous a donnée. Il se versait du vin accoudé à sa table. On a tout détricoté les inversions. OK? Je vous demanderai de ne plus m'écrire en privé, encore une fois, parce que quand je réponds après, je réponds juste à vous. OK, donc... Donc, on se demande si c'est une inversion, c'est le cas le plus simple. Douce victoire, est-ce que c'est un ordre normal? Est-ce que c'est pas plus normal de dire victoire douce? Donc, le nom puis l'adjectif. Okay, donc, je veux une réponse. Est-ce que douce victoire, c'est normal? Faites juste écrire oui ou non. Donc, les réponses sont un peu mitigées. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Moi, je dirais non. L'ordre normal, c'est un nom plus l'adjectif. Okay? Donc, on voit qu'il y a quand même une petite inversion ici. Je comprends que dans la vraie vie, on dit ça, c'est beaucoup plus élégant de dire une douce victoire plutôt qu'une victoire douce. Mais ici, il y a vraiment une permutation. Okay? Donc, il y a une inversion, une petite inversion. Dans la deuxième partie, des faits innommables, est-ce que c'est une inversion?
Misia dit non, Benjamin dit non, non. Je suis d'accord, c'est non. Johanna, non, c'est pas normal. Donc, parce que c'est non plus adjectif, ça, c'est l'ordre normal. Donc, il n'y a pas d'inversion. Bon, donc, il y a une petite inversion dans la première partie de la phrase. Ce qui devrait nous mettre sur une piste, c'est qu'il y a une virgule. Ça peut être un point pivot. Donc, est-ce que c'est un point pivot d'un parallélisme ou d'un chiasme? Donc, je vous rappelle, un chiasme, ça peut être grammatical, donc la catégorie des mots ou la fonction des mots. Ça peut être sémantique, le sens des mots, ou ça peut être linguistique, juste les lettres elles-mêmes. Donc, est-ce que vous pensez qu'ici, il y a une permutation des éléments ou les éléments sont vraiment parallèles, placés au même endroit d'un bout de phrase à l'autre? Donc, quels sont ceux qui votent pour un chiasme, autrement dit? Donc, Lucas vote pour un chiasme. Chiasme, bon, ça a l'air généralisé, bravo. Donc, c'est un chiasme, effectivement, d'où l'inversion du premier segment de la phrase, donc douce victoire, défaite innommable. Est-ce que c'est un... Bon, donc, dans cette mesure-là, puisqu'il y a une inversion des éléments de la phrase en fonction là, de leur rôle, donc c'est aussi un chiasme. C'est d'abord un chiasme grammatical, on le voit. Est-ce que c'est aussi un chiasme sémantique? Est-ce que douce et innommable, ça s'oppose? Donc, j'attends une réponse, oui ou non. C'est encore une fois partagé. Moi, je dis que c'est opposé. Donc, Maxime dit que ça s'oppose. Ça s'oppose parce que douce victoire, c'est quelque chose d'agréable. Défaite innommable, elle est tellement affreuse qu'on ne peut pas la nommer, on ne peut pas la décrire, on ne peut pas la définir. Donc, c'est quelque chose d'horrible, cette défaite innommable-là. Donc, on voit qu'il y a une opposition entre ces deux mots-là. Donc, on s'en va aussi vers un chiasme sémantique. Est-ce que victoire et défaite, ça s'oppose aussi? Oui, effectivement. Donc, on a affaire à un chiasme double. Un chiasme qui a deux catégories. Il est grammatical, parce que dans le premier segment, douce victoire, l'adjectif et le nom sont inversés par rapport à l'ordre dans lequel les éléments sont présentés dans la deuxième partie. Parce que c'est adjectif non, et dans la deuxième partie, c'est non adjectif. Donc, permutation sur le plan grammatical et permutation sur le plan du sens aussi. Donc, c'est aussi sémantique parce que douce s'oppose à innommable et victoire s'oppose à défaite. Donc, vous pourriez identifier le chiasme de la façon dont vous voudriez, soit en le nommant pas du tout, juste dire que c'est un chiasme, c'est déjà beau, ou en disant que c'est un chiasme grammatical ou que c'est un chiasme sémantique. Il n'y a pas de chiasme d'ordre linguistique avec les lettres. Donc, on ne peut pas dire que c'est les trois catégories. Et il y a ici deux oppositions. Douce s'oppose à innommable, victoire à défaite. Donc, c'est construit sur deux oppositions. Donc, c'est beau pour ça. Je vous tape le prochain. Donc, ça, c'est issu de Phèdre. Contre vous, contre moi, vainement, je m'éprouve. Est-ce qu'il y a une inversion? On commence toujours par la base. Ryan dit oui. Valérie dit oui. Parfait. Qu'est-ce qui est inversé? Tapez les segments. Mettez-les dans le bon ordre. Je m'éprouve vainement, exactement. Ça, c'est inversé par rapport à l'ordre normal. Et l'ordre normal, c'est exactement ce que Yann nous a écrit. De plus, on pourrait dire aussi que
En fait, contre vous, contre moi, il est placé au début du segment, au début de la phrase. Normalement, il devrait aller à la fin. Donc, exactement. Ce que vous continuez à écrire, Benjamin, je m'éprouve vainement contre vous, contre moi. Excellent. Ryan aussi, vainement contre vous, contre moi. Parfait. Donc, il y avait comme une double inversion. Donc, déjà, on pourrait dire que c'est une inversion, et on serait content d'avoir trouvé ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui est parallèle? Est-ce qu'il y a une similitude dans la construction? Contre vous, contre moi, exactement. Ils sont parallèles, exactement. Benjamin, Yann, parfait. Donc, effectivement, on a là un parallélisme entre 4 éléments qui sont parallèles entre eux. Et on pourrait dire aussi que c'est une opposition entre vous et moi. Donc, vous pourriez analyser finalement cette phrase-là de plusieurs façons différentes, comme une inversion, comme un parallélisme, contre plus un pronom, contre plus un autre pronom, ou comme une antithèse entre vous et moi. Si c'est un parallélisme, il est, dans ce cas-ci, horizontal. Et c'est tout. Il n'y a pas là-dedans de chiasme. Parfait, tout le monde a compris? Je vous tape l'autre verre. Donc, on va traiter ce verre-là tout seul, puis après, on pourra le comparer au verre précédent. Donc, ça vient aussi de Phèdre. Présente, je vous fuis. Absente, je vous trouve. Est-ce qu'il y a des inversions? Donc, Amine dit non. Adam dit oui. Je serais plutôt d'accord avec Adam. Parce que Amine, normalement, on aurait dû dire « je vous fuis » lorsque je suis présente. Il y a aussi une ellipse, on a enlevé le « lorsque je suis », mais normalement, le présente devrait arriver après le verbe « je vous fuis ». Maxime dit « oui, présente » est inversé. Parfait. De l'autre côté du point-virgule, présente et absente aussi, sont inversés et ils sont opposés l'un par rapport à l'autre. Exactement, Maxime. Donc, il y a des éléments antithétiques. Donc, ça nous mène vers une possible piste qu'il y ait peut-être autre chose que juste une inversion. Donc, on va se demander s'il y a plus qu'une antithèse. Présente, absente, c'est antithétique. Ça, Maxime nous l'a dit. Je vous, c'est exactement les mêmes mots. Donc, il n'y a pas d'antithèse là-dedans. On voit qu'on est sur une piste d'un parallélisme parce que les éléments sont tous placés dans le même ordre. Et ensuite, on a un verbe, je vous fuis, je vous trouve. Encore une fois, ça aussi, ça s'oppose. Fuir, ça veut dire j'essaie de ne pas avoir de contact avec toi. C'est Phèdre qui s'adresse à Hippolyte. Mais elle finit par le trouver quand même, malgré elle. Donc, trouver, ça veut dire me retrouver tout le temps face à toi. Donc, c'est clairement une antithèse là aussi. Donc, on a deux antithèses, présente avec absente, fuit avec trouve. Puis en plus, non, il n'y a pas de en plus. Les éléments ne sont pas permutés les uns par rapport aux autres. Si ça avait été présente, je vous fuis, je vous trouve absente, là, ça aurait été un chiasme parce que les éléments auraient été vraiment permutés dans l'ordre. Alors qu'ici, ils sont vraiment placés dans le même ordre toujours. Donc, simplement un parallélisme horizontal construit sur deux antithèses. Et voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur ces procédés-là? C'est beau? J'ai une question, moi. Je t'écoute. C'est quand qu'on va voir un examen sur ça? Je ne sais pas encore. C'est une bonne question. Ce matin, je voulais réfléchir à la prochaine évaluation qui va être le test de connaissance 2.
Dans les faits, je ne vois pas comment je pourrais vous questionner sur cette matière-là, parce qu'il faudrait que je construise mon propre test de connaissance, puis on a bien vu avec le test de connaissance 1 que je ne maîtrise absolument pas Moodle, et donc je ne pourrais probablement jamais vous faire d'évaluation sur cette matière-là. Donc, Santiago, peut-être que tu te demandais à quoi ça sert, que je vous explique tout ça. Ça sert à détecter les figures dans les textes qu'on analyse, parce que ça permet de faire une analyse beaucoup plus fine que si on trouve juste des procédés très évidents comme des ellipses, par exemple, qui sont des figures plates à analyser. Donc, je n'ai pas eu le temps de réfléchir ni à la date du prochain test de connaissance, ni au contenu, ni à la façon dont il va se passer, ce test-là. Ne vous inquiétez pas, demain, je n'ai pas de cours, je vais réfléchir à ça demain matin, puis je vais vous tenir au courant dans la journée. Si je vous demande qu'est-ce que vous autres vous préférez? Donc, est-ce que vous préférez avoir un test ponctuel ou un test qui vous oblige à écrire un paragraphe? Des questions courtes, ponctuelles, avec des choix de réponses fournis, ou on peut faire comme le test de connaissance 1? Question courte, dit Ioana. Choix de réponse, dit Alima. Ponctuel, paragraphe quelqu'un d'autre. Choix de réponse. Je pense que c'est beaucoup plus facile, en tout cas, si je vous pose des questions ponctuelles avec des choix de réponse. Choix de réponse, donc vous confirmez. Ça ne me surprend pas, là. C'est plus facile. Pour moi, c'est plus court à corriger. Et il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de feedback à donner vraiment si la bonne réponse ou ça ne l'est pas. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Puis ça augmenterait beaucoup votre note parce que les questions sont rarement si difficiles que ça. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé vous donner un test de connaissance. Je n'avais pas pensé sur les figures de style. Ça pourrait être ça aussi. Donc, ça pourrait être en lien avec le guide des procédés. Par contre, je ne pourrais pas prendre n'importe quelle question parce qu'il y a des personnes qui sont allées voir. Ce n'est pas de votre faute, là, c'est moi qui ai oublié de bloquer les exercices, mais il y a des exercices qui sont suggérés en accompagnant les figures de style. Puis j'ai oublié de les bloquer au début de la session, puis j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient allés consulter ces exercices-là. Donc, ces gens-là seraient nettement favorisés. Puis j'ai oublié leur nom maintenant, donc il n'y a plus grand-chose que je peux faire. Par contre, je pourrais probablement vous créer un questionnaire à propos d'extraits de l'anthologie. Puis je vous ferai ça pas trop compliqué, là, pas trop long, pour que vous récupériez un petit peu d'heures de travail, parce que je sais que vous avez travaillé fort pour le test de connaissance 1. Donc, ça s'enligne vers ça. C'est pour ça que je trouvais que ça serait une bonne idée de faire un test beaucoup plus court. Je ne sais pas encore si le test de connaissance 2 aurait lieu avant la grosse rédaction que vous aurez à faire ou après. Moi, il me semble que ça serait mieux si c'était après. Puis surtout si je fais exprès de prendre des questions sur Phèdre, par exemple, que vous avez déjà lues, donc sur des extraits de l'anthologie que vous avez déjà lus. Si ça arrive vers la fin de la session, ça ne vous obligera pas à lire des tonnes de textes. Par contre, si on fait un test de connaissance ponctuel sur l'anthologie, il faut que je vérifie que vous êtes bel et bien en train de faire votre test. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, c'est vous qui êtes devant la caméra. Donc, il faut que votre caméra soit ouverte en tout temps et que ce n'est pas votre frère plus vieux qui est en train de faire le test à votre place ou n'importe qui dans votre famille ou dans vos connaissances qui fait le test. Puis, il faudrait qu'on soit tous coordonnés pour que le test ait lieu en même temps. Donc, à la même heure. Ça vous obligerait peut-être à être tous présents à la même heure. Et donc, quelqu'un qui me manquerait le cours, même s'il y avait des bonnes raisons, malheureusement, il y aurait probablement 0. Donc, ça, c'est une contrainte qui est moins intéressante, je pense, de votre point de vue. Alors que si je vous demande une rédaction longue, bien, vous avez une semaine pour la faire au moins, donc que vous ne soyez pas disponible une journée donnée, ce n'est pas grave, il vous reste d'autres jours. Donc, c'est à tout ça que j'ai pensé. Est-ce que vous autres, vous voulez intervenir sur ce que je viens de vous dire? Ça va? Pas de commentaires? En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'il soit plus facile pour vous faire un bon un fond de point, là, parce que je sais que les rédactions, c'est plus difficile.
Les exposés sont bien réussis jusqu'à présent. Donc, ça vous fait un beau fond, là. Mais ce ne sont pas toutes les évaluations qui vont être faciles comme ça. Donc, voilà ce à quoi je réfléchissais. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions sur n'importe quelle partie de la matière, je vous laisserai aller. Puis, donc, je vais vous écrire très bientôt pour vous expliquer le prochain cours. Ça va être à la séance 16. Je pense que la semaine prochaine, il n'y a pas de jeudi. Je pense qu'il y a un congé. Bref, je vais vous envoyer des détails sur la date et tout ça. Donc, plus de questions, les amis? Parfait. Donc, on se dit bye-bye. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se tient au courant. Merci. Merci, madame. Bonne journée, madame. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye. Bonne journée, madame. Bonne journée. Ouais, madame. Oui. Oh non, moi, c'était pour dire bye. Ah, OK. Bye. Bye. Madame, une Oui. question. Oui. Où vous pouvez retrouver l'enregistrement? Ça va être sur... je l'enregistre sur mon ordi, mais je peux le mettre en ligne sur YouTube si tu veux. Ok, merci beaucoup. Tu veux revenir dessus? OK, je vais le mettre en ligne sur YouTube. Tu auras juste à aller visiter ça peut être une page YouTube, une chaîne YouTube. Tu iras voir là. Bon, Ok. merci. Passez Ciao. une bonne Madame, j'ai une question. Oui, Ryan. L'oral doit durer combien de temps environ? Ça dépend du nombre d'étudiants qui font l'exposé. Jusqu'à présent, en une trentaine de minutes, c'était fait, là. C'est pas On est très- une équipe de 5. Donc, ça marche, il y a 30 minutes. ça va aller. Ok, d'accord, c'est bon. C'est juste Bye. pour moi. Merci beaucoup, madame. Passez une belle journée. Bye. Bonne journée. Au revoir. Bye. Donc, Euh, Allô, Marianne? T'es Oui, quasiment arrivée en retard. Ouais, mais premièrement, je pensais pas qu'il y avait de cours, puis j'étais en laboratoire. Fait que je suis revenue tout de suite, puis dès que j'ai ouvert mon ordi, j'ai vu. Là, mais... OK. Donc, je vais mettre de toute façon l'enregistrement en ligne. Tu pourras regarder le début. OK. Puis aussi, une question. Si ça serait, pour le test de connaissance 2, si ça serait un paragraphe, ça serait quoi les questions? Comme... Probablement sur le 18e siècle, peut-être un test de connaissance sur lettres persanes aussi. OK. OK, moi, je pense que j'aimerais mieux ça. Ouais. Oui? Pourquoi? Ouais, je fais l'autre fois, ça a bien été. Ah oui. OK. Parfait. J'en tiens compte. Il va falloir que je réfléchisse. OK, bye, bonne journée. Bye. Donc, Ryan m'a écrit. Au revoir, madame. Au revoir. Bye bye, Sabrina. Question pour toi? Ouais, j'avais une question. Je me demandais par rapport à le test de connaissance, il y avait des fautes que je ne comprenais pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut regarder un peu ou vous n'avez Oui. pas de temps en ce moment? Non, non, j'ai le temps. Prenons le temps. Tu me laisses 2 secondes pour me lever, puis aller voir Oh, ton... ouais. OK? Ouais. Groupe 12, je reviens. Donc, je suis là. J'ai ton test devant les yeux. Y a-t-il des questions, des erreurs en particulier? Je voulais vraiment aussi. Regarde, je vais arrêter l'enregistrement, OK? Parce que ça, je pense que Ah, ça ne concerne pas les gens.